Bonsoir chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro, l'émission libre et rebelle française et francophone de Radio Bandera. Ce soir, Monsieur PGL est à la barre et j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, quelques semaines après une émission estivale qui avait été tout fort sympathique, Robert Ménard, ici présent. Robert, bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. Bon, alors Robert, je vous représente très rapidement pour les plus jeunes auditeurs qui ne nous auraient pas écouté précédemment. Donc, vous êtes né en Algérie, vous êtes journaliste confirmé et vous êtes surtout le fondateur de Reporters sans frontières, donc que vous avez présidé jusqu'en 2008. Vous avez jusqu'à très récemment animé plusieurs émissions qui ont eu le malheur, en tout cas pour elles, de vous congédier malheureusement. Vu la censure ambiante qui se développe dans notre pays, ce n'est pas bien nouveau malheureusement, et vous en avez été l'objet donc sur iTélé, Sud Radio, c'est peut-être une autre question. Il y avait sur aussi, RTL. Sur RTL surtout, donc le nombre vous n'avez pratiquement plus de tribunes en tout cas officielles à ce niveau-là. Vous avez aussi animé avec votre épouse la revue Média, qui a malheureusement aussi cessé de paraître cet été, et vous apprêtez d'ailleurs à lancer un nouveau site d'information, de commentaires d'actualité, sur lequel vous pouvez peut-être dire quelques mots. Oui, ce sera à partir du 1er octobre. Je ne vous dirai pas le nom parce qu'il reste encore un nom codé. On le lancera la surprise. Ce jour-là, absolument. L'idée, c'est un site avec des éditorialistes, des commentateurs, des analystes qui suivent au jour le jour, sans œillères, sans préjugés, sans parti pris, l'actualité. L'actualité, tout simplement. Alors, il y aura des gens que vous connaissez, comme Dominique Jamais, comme Éric Brunet, qui est RMC, comme Jean Sévilla, un historien que vous avez peut-être... Plus familier de nos auditeurs. Voilà, oui, que vous avez reçu. Tout un tas de gens qui ont en commun, pas de penser la même chose, on ne pense pas la même chose, les 25, on ne pense pas à 25 la même chose, mais qui ont envie de débattre, qui ont envie d'appeler un chat, qui ont envie de discuter, vous avez compris, sans se traiter tout de suite de tous les noms d'oiseaux. C'est-à-dire, on peut ne pas être d'accord. Voilà, on peut être d'accord. Mais surtout, sans limite. C'est-à-dire, on abordera tous les sujets, on abordera tous les points de vue, on essaiera d'offrir à ceux qui viendront sur ce site, un panel d'opinions différents. Moi, je crois que les gens sont des grands garçons, de grandes filles, et qu'ils n'ont pas besoin qu'on les prenne par la main et de penser à leur place. Donc, on aimerait que plus de personnes soient de votre avis. Voilà, c'est pas forcément évident. On va juste leur proposer de penser par eux-mêmes en leur donnant de la matière. Voilà, écoutez, on lance ça. J'espère que ça va marcher. Ce sera la première fois qu'il y a un site qui a de l'ambition. C'est pas un site confidentiel, c'est un site qui se veut un site important et qui, on va voir comment les gens vont nous recevoir. Bon vol en tout cas, on voilà, ne peut que à l'espérer. partir du 1er octobre, du lundi 1er octobre. Voilà, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Alors je rappelle aussi à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de 2 opuscules récents, Vive Le Pen qui vous a valu pas mal d'avani, et puis récemment Vive l'Algérie française, co-signé avec Thierry Rolando aux éditions Bordicus, pour lequel vous reveniez un petit peu sur une page plus personnelle de votre existence. Oui, sur un peu la même idée, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est au-delà de la vulgate journalistique, de la réalité, c'est-à-dire au-delà de la doxa, qu'est-ce qui s'est réellement passé en Algérie? Est-ce qu'on ne nous raconte pas une vision très particulière, très partiale de l'histoire en Algérie, de la présence française en Algérie? Pareil pour ce Vive Le Pen, qui n'est pas une apologie de la famille Le Pen, qui est simplement un regard sur le traitement que les médias infligent, parce que c'est le mot, à Jean-Marie et aujourd'hui à Marine Le Pen. Voilà, c'est juste chaque fois des regards sur le fonctionnement des médias, des historiens, des intellectuels. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être quelque chose à en redire? Je crains malheureusement pour les journalistes, et pour les médias et pour les intellectuels, oui. Ouais, je crois que dans notre pays, c'est encore une question d'actualité. Il y a encore des pesanteurs. C'est clair que c'est pas obsolète. Alors ce soir, nous nous recevons pour évoquer le cas d'un petit émirat qui a commencé déjà depuis plusieurs années à se visibiliser de manière très sérieuse sur le plan international, à la fois sur le plan national, on va le voir à travers ses acquaintances et ses liens, ses liaisons coupables.
pourrait dire, avec une partie de la classe politique, mais aussi sur le plan européen et surtout sur le plan mondial, c'est l'émirat du Qatar. Donc c'était une question que nous souhaitions aborder depuis un certain temps sur Méridien Zéro. Or, il se trouve que vous avez une expérience concrète de ce petit pays, de ce pays récent, qui c'est souvent d'ailleurs l'excuse qu'on prend pour justifier un petit peu des réalités qui sont en cours là-bas. Donc vous avez co-signé avec Thierry Steiner aux éditions du Moment un ouvrage qui s'intitule Mirage et chair en blanc, je prononce bien, enquête sur la face cachée du Qatar, le coffre-fort de la France. Et en fait, c'est un ouvrage qui correspond un petit peu à une expérience que vous avez tentée, une opportunité que vous avez proposée, celle d'ouvrir un centre de défense de la liberté d'information à Doha, la capitale. Alors, ce que nous souhaiterions ce soir dans le cadre de cette émission, c'est à la fois aborder la thématique du Qatar en tant que telle. Aujourd'hui, voilà, le Qatar, combien de divisions, pour reprendre un petit peu cette formule. Essayer de voir quels sont des faits récents qui montrent un petit peu son implication croissante sur la scène mondiale, et ensuite avoir un reflet de votre expérience personnelle à travers des anecdotes, des choses vues et entendues signifiantes qui peuvent l'éclairer. Alors, comment présenteriez-vous d'un premier abord le Qatar D'abord, si vous le permettez, je voudrais dire pourquoi je suis allé au Qatar, parce que D'accord. sinon ça rend un peu confus les choses. Bon, a priori, vous savez, le Qatar, j'en connaissais avant 2008, quand je m'y suis rendu pour créer cette fondation sur la liberté d'expression. Je le connaissais pour y être allé 2 ou 3 fois en tout et pour tout dans ma vie, parce que, vous savez, le Qatar, c'est le pays d'Al Jazeera, de la chaîne Al Jazeera, et c'est un pays où le CNN arabe, comme voilà, coutume de dire. Où on m'avait invité pour participer à des émissions d'Al Jazeera, aussi simplement que ça, ou des colloques, parce que le Qatar produit du gaz, mais aussi des colloques. C'est le premier producteur au monde de colloques sur absolument tout ce que vous voulez. Je crois qu'il produit beaucoup de choses aussi. Voilà, et donc il fait venir des gens du monde entier sur tout un tas de thématiques. Et moi, j'y étais allé au nom de Reporters sans frontières un certain nombre de fois. Pas beaucoup, 2-3 fois, je n'en connaissais quasiment rien. Et puis, il se fait que en 2006-2007, il ne vous aura pas échappé qu'on était en pleine guerre d'Irak, et que la guerre d'Irak, elle a été meurtrière, évidemment, pour les Irakiens, mais aussi pour les journalistes irakiens. Et donc, en 2007, je vais, pour Reporters sans frontières, aider un certain nombre de familles de journalistes irakiens. Il y en avait plus de 250 qui avaient été tués, et donc on allait donner de l'argent, aider, vous savez, parce que quand quelqu'un est tué dans une famille, c'est qu'il n'y a plus d'argent après dans une famille, les gens sont... Oui, il n'y a plus de source de revenus, bien sûr. Il n'y a plus de source de revenus, donc on allait donner de l'argent. Et donc je me retrouvais à Bagdad pour ça, je suis allé 2 ou 3 fois à ce moment-là, et à un moment donné, je m'engueule avec un journaliste arabe, en l'occurrence irakien, sur le thème. Il vient me dire, alors qu'on distribuait de l'argent, il vient me dire, oui, mais qu'est-ce que vous faites là et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Je fais là que, comme vous n'êtes pas foutus d'aider les familles en question, nous, on est venus les aider. Il me dit, mais il y a des gens qui pourraient le faire dans le monde arabe. Je dis, ah, mais je suis bien d'accord avec vous, avec le nombre d'émirats ou de pays pétroliers qu'il y a autour de vous, et y compris en Irak, avec l'argent qu'il y a, je vois vraiment pas pourquoi on a besoin de Reporters sans frontières pour aider les familles. Mais comme vous le faites pas, on est bien obligé de le faire. Donc la conversation s'arrête là, cette altercation s'arrête là. Et puis 2 heures après, il revient me voir, il me dit, mais vous connaissez Shiramoza, la femme de l'émir du Qatar. Je dis non, j'ai vu 2 photos d'elle parce que c'est une femme absolument somptueusement belle et qui avait été dans tout un tas de magazines. Et je l'avais vue comme ça. Je dis non, je la connais pas. Et il dit vous devriez lui écrire. Alors évidemment, moi je prends ma plus belle plume une fois rentré à Reporters sans frontières et je lui écris une bafouille du thème, sur le thème de ce que je viens de vous dire. Voilà, j'étais là, on m'a dit ça, on m'a dit que vous pourriez aider, vous êtes infiniment riche, peut-être vous pourriez le faire. Voilà, j'ai fait une lettre, je vois l'ambassadeur du Qatar à Paris, je lui donne cette lettre et il me dit oui, je vais la remettre, mais enfin vous savez comme il remet 1 million de lettres à 1 million de gens, et à mon grand étonnement, 3 semaines plus tard, le même ambassadeur m'appelle à Reporters sans frontières, me dit « Monsieur Ménard, il faut que vous veniez tout de suite au Qatar, son Altesse est pressée de vous voir. » Vous savez, d'un coup, il fallait y aller et tout est organisé, vous montez dans l'avion demain, elle vous attend, tout est réglé. Donc le lendemain, je monte dans l'avion, j'arrive dans son bureau de la Qatar Foundation,
qui est un immense complexe universitaire en plein désert. Il n'y a rien d'autre, mais il y a un beau complexe. Et donc, j'arrive là, alors je tombe sur son directeur de cabinet. Je vous dis ça parce que ça dit en même temps ce qu'est ce pays. Je tombe sur un directeur de cabinet marocain, comme 9/10 des gens autour d'eux ne sont pas des Qataris. Un Qatari ne travaille pas par définition, il a d'autres choses à faire, il hérite. Donc, tout va bien pour lui. Donc, il y a les esclaves locaux qui travaillent, donc, qui me dit, voilà, il faut faire ainsi, il faut lui parler comme ça, à la troisième personne, son Altesse, patati patatoum, il m'explique tout. 1 heure plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ah ben écoutez, elle est occupée et tout. Je dis oui, mais je viens de faire 4000 km pour la voir, mais elle est occupée, elle ne peut pas vous recevoir tout de suite. Ça va arriver, ça va arriver. Une demi-heure plus tard encore, 1h30, le même bonhomme vient me voir en me disant oui, elle n'a qu'un quart d'heure à vous consacrer. Je dis un quart d'heure alors que je viens de faire 4000 km, certes en avion, certes dans de bonnes conditions, mais quand même un quart d'heure, c'est pas sérieux. C'est un quart d'heure ou rien. Ce sera un quart d'heure. Donc je rentre et puis je tombe donc sur Cheramosa d'abord. Qu'elle est belle. C'est quand même le premier réflexe que vous avez. Et évidemment, moi, comme un vieux macho, je me dis, c'est une potiche. Belle comme elle est, elle doit être la femme de l'émir, elle doit servir à rien du tout. À faire joli. Voilà, à faire joli. Et puis, pas du tout. Je tombe sur une dame qui pose des questions, qui connaissait les sujets, qui s'intéressait à ce qu'on faisait, qui me connaissait pour Reporters sans frontières. Je m'étonne un peu de l'écart entre ce qu'elle est en train de me dire et la réalité de son pays en termes de liberté de la presse, parce qu'il y a Al Jazeera, mais tout le reste, je ne vous fais pas un dessin, parce qu'il y a une télévision nationale et tout. Al Jazeera, c'est pour l'international. Donc elle me dit, oui, mais non, tout va changer, vous verrez, on se rencontre, c'est bien, j'ai envie de faire quelque chose avec vous. Oh, d'un coup, je me dis, tiens, Altesse, elle a envie de faire des choses. Puis je fais un geste malencontreux, terrible. Je suis méridional et là vous êtes trop loin de moi, mais je l'ai fait 20 fois à la radio et à la télé, j'ai tendance à toucher les gens. Et dans un geste que je regretterai, pas vraiment d'ailleurs, je lui mets la main sur les genoux. Et là, d'un coup, je sens tous les regards pointé sur cette main innocente qui était posée, je vous jure, sans aucune arrière-pensée. Juste, vous avez compris, comme ça, parce que pour insister. Je suis midi comme vous. Voilà, pour insister. Et d'un coup, je sens que je viens de commettre l'irréparable. Son directeur de cabinet me regarde stupéfait. Son assistante tombe à moitié dans les pommes. Qu'est-ce qui s'est passé? La traductrice arrête de traduire. Tout le monde, silence. Elle baisse les yeux et donc elle voit ma main posée sur son genou et elle rigole. Donc, et je m'excuse et tout ça, je lui explique ce que je viens de dire, je suis du Midi et tout ça, elle rigole. On est tactile. Elle me dit, il y a aucune importance et tout ça. Et voilà, là, on n'est plus à un quart d'heure, on est à 1 heure de discussion, on parle, et à la fin, elle me dit, vous savez, je suis riche, je savais. Qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis, j'ai 1000 idées, et je lui dis, voilà, on pourrait faire un centre pour accueillir les gens de toute cette région qui sont maltraités, qui doivent être soignés, et tout ça, enfin bref. Elle me dit, ouais, j'ai noté. Donc je sors, le directeur de cabinet me fait un sketch sur la main en question, outré me dit, nous en reparlerons, elle vous répondra dans les 3 à 6 mois qui viennent, en gros dégagez, on a autre chose à faire, plus jamais je vous verrai dans ce beau bâtiment. 1 semaine après, elle me rappelle en me disant, j'ai eu mon mari. Non, elle me dit, j'ai eu l'émir, je lui dis, ça tombe bien, c'est votre mari, c'est plus facile. Il a dit oui, revenez me voir. Et je retourne la voir. Dont le mari, c'est le cher Ahmad bin Khalifa, ouais, si j'essaie de prononcer. Exactement. Voilà. Et donc, c'est le roi, le cheikh, l'émir. Non, c'est un émir. Jusqu'au prochain coup d'État. Hein. Oui, parce qu'ils ont tendance à se remplacer par des coups d'État. Ouais. Et donc, je vais la revoir la semaine d'après. Elle me reçoit comme elle sait le faire, gentiment, agréablement. Elle me dit, voilà, on va faire ça, ci, ça. Et oui. Et moi, dans une espèce de naïveté,
réalité, je me dis, tu es Voltaire, elle est Catherine II de Russie. Je parle à l'historien que vous êtes, même si on n'est plus dans la même dimension. Bien Je sûr, rappelle non, que le mais Qatar est de la taille de la Corse, et la Russie même de l'époque était très 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 grande. Mhm. Et donc, toujours. voilà, je me dis, ça y est, je suis Jiminy Cricket, je vais l'influencer et on va changer le monde, toute cette partie du monde. Et voilà, et pour ça, donc, je fais venir des gens de Reporters sans frontières qui m'ont toujours suivi, je les installe là, on monte un centre, et puis, je vous raconterai tout à l'heure, ça s'est pas tout à fait passé comme ça, je ne suis pas Voltaire, vous l'avez remarqué, je n'ai ni son talent, ni ses capacités, elle n'est pas tout à fait Catherine II de Russie, et donc tout ça a plutôt mal fini. En tout cas, ça donne déjà un aperçu de certaines réalités, de Voilà. certaines pesanteurs. Elle n'a pas autant voilà. de pouvoir que je Donc, le pensais. Ce pays est infiniment plus divisé qu'on ne l'imagine en Europe. Certes, il y a 120 000 ou 150 000 habitants. Je parle des Qataris, pas du personnel. Oui, parce que immigré. là, voilà, 1 623 000 habitants, mais bon, une majorité d'immigrés. Hein. À 90%. Comme au Koweït, enfin, Absolument, c'est voilà. un cas qu'on Voilà, retrouve aux Émirats Arabes Unis aussi voisins. Mais enfin, vous bon, pouvez être 100 000 ou 150 000 et vous déchirez largement, surtout sûr. quand il y a beaucoup d'argent à la clé. c'est l'élection tribale du coin, hein. Bon, c'est des réalités. Pareil. Alors justement, venons-y. Comment vous présenteriez aujourd'hui cet investissement croissant de ce petit émirat, hein, surgi des sables du désert, sur la scène internationale? Quelles sont les motivations un petit peu de leurs dirigeants? Qu'est-ce qui les pousse à ça? Bon, sachant qu'on a aussi le grand voisin, le grand frère ennemi, voisin, l'Arabie Saoudite, Wahhabite. Là aussi, ce sont des Wahhabites, en quelque sorte. Comment expliquez-vous ce surgissement un petit peu récent de ce petit émirat, hein, selon vous? Je pense que ça tient à peu de choses. C'est un tout petit pays, on le disait, de la taille de la Corse, richissime, pas tant pour le pétrole que pour le gaz, qui a des réserves colossales de gaz. C'est pas Abu Dhabi qui vit de la banque et de l'immobilier. Le gaz, demain matin, après-demain matin, dans 8 jours, on en aura toujours besoin. Donc, vous avez compris, ils sont assis sur quelque chose tangible. C'est pas l'immobilier, les banques qui peuvent s'écrouler. Le gaz, ça va pas s'écrouler demain matin et on va continuer à en consommer. Ce petit pays a été traumatisé par ce qui s'est passé au Koweït. C'est-à-dire, je pense qu'on ne comprend rien à la mentalité. La première guerre du Golfe, rappelons voilà, que nos à Al-Thani, auditeurs, donc voilà. le cheikh Al-Thani, c'est de la famille Al-Thani, si on ne revient pas à ça. Quand l'Irak a envahi Le Koweït, le Koweït, au Qatar, on s'est dit quoi? On s'est dit, mais attendez, ça peut exactement nous arriver de la même façon. Vous disiez, ils ont l'Arabie Saoudite dans le dos, et Dieu sait qu'ils n'ont pas toujours de bons rapports avec l'Arabie Saoudite. ils ont en face d'eux un voisin au moins aussi gênant pour eux, aussi dangereux pour eux, qui s'appelle l'Iran, en face. Et donc, à 300 km au-dessus de la mer. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, il faut absolument nous préserver de ce qui s'est passé avec le Koweït. Quelle est la réponse? C'est être indispensable. Une montée en puissance, en quelque sorte. Comment vous êtes indispensable quand vous êtes un tout petit pays? Attendez, ils pourront s'armer et tout ça. Enfin, ils ne vont pas rivaliser avec des pays comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Vous êtes un intermédiaire. Vous êtes bien avec tout le monde. Vous essayez de résoudre les problèmes des uns et des autres. Vous situez, vous vous placez comme des intermédiaires indispensables. Et ils ont joué ça. Et incontournable. Ouais. Ils ont joué ça. Plus, il a eu le génie, enfin c'est plutôt elle qui a eu l'idée d'ailleurs, chez Hermosa, que le cheikh, de se doter de la plus belle force de frappe qu'on puisse imaginer, qui s'appelle Al Jazeera. Quand on n'a pas, à 150 000 ou 180 000, on ne va pas avoir une armée de 150 000 hommes, je ne sais pas d'où il les trouverait. Quand on n'a pas ça, qu'est-ce qu'on a? On a un média qui fait la pluie et le beau temps, qui peut révolutionner la situation. Hein, voilà, et donc on a ça. Ouais. Donc, il y a une double politique, un double souci. On se dote d'une force de frappe médiatique, Al Jazeera, et on devient indispensable, incontournable sur la scène internationale. Vous prenez ces deux éléments et ça explique absolument tout, avec d'autres éléments plus personnels de la famille Al-Thani. Tout. Ça veut dire que, par exemple, pourquoi on intervient, j'en sais rien, au Soudan? C'est eux qui sont intervenus au Soudan et qui ont calmé les choses entre le Soudan et
et sa rébellion... Méridional qui a donné qui a provoqué la scission voilà, du Soudan Sud. Qui a travaillé là-dessus? Qui? Eux. Quand vous arrivez dans un pays et que vous pouvez arroser tout le monde avec plein d'argent, vous savez, vous arrivez à mettre les gens d'accord. Quand vous intervenez, ils l'ont fait aussi au Liban. Qui a réussi à mettre autour d'une même table le Hezbollah, les chrétiens libanais et puis les 10 000 factions libanaises et tout? Eux. C'est-à-dire, chaque fois, ils se font là, ils deviennent indispensables. 2, ils ont des liens avec tout le monde, c'est-à-dire avec un bord et l'autre bord. Ils l'ont fait partout. Diplomatie multivectorielle. Oui, mais où le portefeuille a un rôle essentiel et où l'intelligence aussi, attendez, l'intelligence, même s'ils commettent des bourdes de temps en temps, on l'a vu récemment, ils ont l'intelligence des situations et surtout, ils savent à la fois discuter avec les uns et les autres. C'est un pays qui surtout aujourd'hui, est de plus en plus proche des islamistes, et en même temps, c'est ce pays qui abrite la plus grosse base américaine de tout le Golfe. Où elle est la plus grosse? Elle est à 2 pas de Doha. Oui, vous en parlez d'ailleurs. Hein. Absolument. Elle est presque occultée, quoi. Sa présence vous voyez jamais. Moi, occultée, je n'ai jamais vu des militaires. Je n'ai jamais vu des militaires américains dans la rue. Jamais. Je parle même pas habillard, je vous dis en civil. Celui-là, il ressemble. Vous décrivez des scènes de promenade dans les centres commerciaux colossaux, faramineux qu'on peut trouver là-bas, mais effectivement, il n'y a pas de présence américaine. C'est-à-dire, ils ont fait ça. Pour eux, ils se disent chaque fois, est-ce que cette intervention-là, elle pourra participer de ce que je dirais une espèce d'assurance vie? Avoir une immense base américaine au Qatar, je vous garantis que ça quand même enlève l'envie d'un certain nombre de venir vous envahir quand même, parce qu'à un moment donné... Oui, surtout qu'il prépositionne du matériel, je crois, voilà, là-bas. L'autre, il est en face, les Américains, ils ne toléreraient pas. En même temps, ils abritent les responsables islamistes, ils l'ont fait depuis longtemps, algériens, les dirigeants du FIS algérien, où ils étaient pour certains, où ils sont pour certains toujours, au Qatar. À la fois, chaque fois qu'il y a un fou furieux d'islamistes qui cherche un endroit où s'installer, il trouve le Qatar qui lui ouvre les portes. Et en même temps, c'est un des rares, à ma connaissance, je pense que c'est même le seul pays du Golfe où il y a, alors pas une ambassade, alors elle a été fermée au moment de la dernière guerre au Gaza, une représentation économique d'Israël. Oui. Oui, ça vous le précisez dans tout. C'est vrai qu'on voit que les liens sont assez... Et pareil pour Al Jazeera. Al Jazeera, c'est à la fois un média pro-palestinien au-delà de toute raison, et en même temps, c'est le seul média que je connaisse du monde arabe où on interviewe sans aucune acrimonie, en le laissant largement parler, le porte-parole de l'armée israélienne. Et les généraux israéliens qui sont à longueur d'antenne, sur Al Jazeera. Vous voyez, c'est toujours ça. C'est chaque fois qu'ils investissent, chaque fois qu'ils interviennent dans un pays, ils se disent, est-ce que ça participera de notre sécurité? C'est la seule question qui compte. Ils n'ont aucune envie d'être bouffés par un de leurs voisins. Ils se disent, on a des relations avec le monde entier. Ils ne laisseront pas faire s'il nous arrivait malheur. Et je pense que c'est ça qui guide essentiellement la politique économique, sportive, diplomatique, militaire de l'Émirat du Qatar. Est-ce qu'on peut considérer, malgré tout, malgré ce souci compréhensible, vous venez de bien le montrer, de maintenir de bonnes relations avec tout le monde, que le Qatar, à l'instar de l'Arabie Saoudite et des monarchies du Golfe, en fin de compte, joue le jeu de la thalassocratie américaine et de l'Occident en général, avec ce qu'on peut qualifier d'un islam de marché, en quelque sorte, un islam compatible avec les valeurs de l'Occident. C'est en fin de compte ce qui importe. Je ne crois pas. Je ne crois absolument pas. Je crois que c'est plus compliqué que ça. Oui, de facto, en tout cas, dans les événements récents, ils apparaissent un peu de... Avoir le jeu qui est joué en Syrie. Oui, mais qui ils soutiennent en Libye ? On les accuse même en ce moment d'aider un certain nombre de groupes islamistes au Mali. Non, ils ne jouent pas la carte d'un islam tempéré, acceptable, supportable par l'Occident. Ils s'en foutent de ça. Oui, non, ce que je veux dire, de facto, aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a, de cette manière, l'instrumentalisation par les États-Unis et leurs alliés d'une certaine forme d'islam.
qui se traduit par aussi des mouvements salafistes, que ce soit ou les frères musulmans en Égypte, ou les wahhabistes. Bon, ça, c'est pas nouveau, depuis les accords pétroliers avec les Américains au début du XXe siècle. Donc, de facto, on s'aperçoit qu'à différentes occasions, que ce soit en Libye où l'investissement a quand même été important, que ce soit sur le plan médiatique, même sur le plan militaire, paraît-il, avec leurs forces spéciales, etc., sur le terrain, ou actuellement en Syrie, où il est avéré qu'ils soutiennent activement la soi-disant résistance, en tout cas, qu'elle soit autochtone ou qu'elle soit constituée de volontaires djihadistes venus un peu de l'ensemble du monde arabe. Ils se trouvent impliqués dans la stratégie qui est menée aujourd'hui par des puissances occidentales concernant cette partie du monde. Oui, mais leur souci, encore une fois, c'est pas de défendre la stratégie des Occidentaux, c'est de défendre leur propre survie. Voilà. Si de facto, elles se trouvent impliquées, inscrites dans si à un moment donné, les Américains participent de ça, il n'y a pas de souci. Si à un moment donné, ça ne sert pas les intérêts américains et occidentaux, ils n'hésiteront pas à servir d'autres intérêts. Je pense qu'il y a comme les Saoudiens aussi. Absolument, il y a d'abord leur propre survie. Attendez, c'est 150 000 personnes au milieu de pays qui comptent des dizaines de millions d'habitants. Ils se disent, qu'est-ce qu'on va peser ? Même leur armée, elle pèsera pas lourd. Plus de 10 000 hommes. Attendez, qu'est-ce que ça peut... Sûrement beaucoup de conseillers étrangers. Voilà, qu'est-ce que ça peut peser ? Rien du tout. Même s'ils sont intervenus, vous avez raison de le rappeler, militairement en Libye, ils avaient un certain nombre de leurs avions qui étaient présents. Il y a les forces spéciales, paraît-il, qui étaient sur le terrain. Enfin, ça, j'en sais rien. C'est ce que j'ai lu, mais on n'en a pas de preuves formelles. Ça semblerait et tout. Je pense qu'aujourd'hui, en Syrie, ils ne se contentent pas de fournir des armes, mais ils doivent aller plus loin que ça, comme ils le font. Mais en même temps, c'est pas une puissance militaire. C'est pas sérieux. Enfin, c'est un tout petit pays. Comment vous dire, c'est un micro-pays. Robert. Là, il y avait une jolie expression de Jean-Claude Guilbeault qui parlait des confettis, des pays confettis. C'est un pays confetti. Mais en même temps, richissime. Je vous rappelle quand même que par tête d'habitant, c'est le pays le plus riche au monde par tête d'habitant. Je veux dire, on est dans des revenus qui n'ont rien à voir. Moi, j'ai un chiffre sous les yeux, là, 110 700 $ de PIB par habitant. Attendez, parce qu'ils divisent par 1,8 million. Je vous garantis que si on prend, si vous divisez par 150 000 d'1,8 million. Sans compter les immigrés, la majorité d'immigrés qui sont présents sur place. Parce que là, ils mettent les immigrés pour diviser, parce qu'ils seraient bien plus riches que ça. Attendez, ils sont richissimes. Moi, par exemple, dans mon expérience, j'ai jamais eu de discussion d'argent avec Sheramouza. Jamais, parce que c'est pas ça rentre même pas en ligne de compte. Non, ça ne rentre pas en ligne de compte. Ça ne veut pas dire qu'ils distribuent de l'argent comme ça. Mais quand ils ont décidé de faire quelque chose, l'argent n'est pas un problème, parce qu'ils l'ont. C'est la force de frappe. Voilà, il y a des fonds d'investissement qu'il a, et puis c'est pas un problème, quoi. C'est jamais un problème. Alors justement, toujours dans cette optique, on a glossé très régulièrement sur les liens du Qatar avec la France à travers différents événements, différentes opérations financières ou immobilières qui ont été... Comment pourrez-vous caractériser un petit peu de manière générale, en vous appuyant sur quelques exemples, justement, ces liens, ces relations particulières qui sont nouées entre notre pays et ce petit émirat ? D'abord, il y a un élément qui est loin de la géopolitique et tout, c'est la famille Al Thani, qui est très, très francophile, et pour les filles, francophone. C'est très important, c'est-à-dire qu'il y a un goût de la France qui explique un certain nombre de choix. Vous savez, des fois, dans un pays où tout se décide, attendez, c'est pas le Parlement qui va décider, il n'y en a pas, il y a un conseil municipal, la seule chose qui est élu, enfin, rien ne se décide en dehors de la famille elle-même. Alors, vous me direz, la famille, c'est 4 000 à 5 000 personnes, mais enfin, la famille, le chef de famille, le cheikh et sa femme, leur choix, leur goût pèsent sur la politique. Donc, c'est la France. Et d'abord, c'est la France. Pour Sheramouza, la France, c'est les grands couturiers, la France, c'est la Côte d'Azur, la France, c'est Paris, la France, c'est les parfums, la France, c'est la gastronomie, la France, c'est le vin. C'est tout un tas d'éléments, même si elle n'en boit pas, elle, du vin à ma connaissance. En tout cas, quand elle est au Qatar. Donc, il y a tout ça. Il y a le goût de la France. Elle a un superbe appartement rue de Rivoli. Ils ont une très belle maison dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Ils ont un château à côté en Belgique. Donc, il y a ce goût-là.
Donc, elle a un intérêt pour la France personnel. Ça veut dire que elle passait des vacances, passait des séjours agréables, et c'est évidemment pas rester au Qatar. Je vous garantis que le Qatar, 45 l'été, degrés à ouais, il l'ombre, faut se le c'est- supporter. Et puis, la richesse culturelle du Qatar, il faut quand même pas exagérer, même s'il y a un superbe musée de l'art islamique absolument somptueux. Mais quand on est riche et quand on est qatari, souvent c'est la même chose. On va passer ses vacances au Liban quand on n'est pas trop riche, en Europe ou aux États-Unis quand on est riche. Et elle est très riche, donc elle vient là. Donc il y a ce tropisme Voilà, français ce tropisme. qui joue. Je suis allé chez elle rue de Rivoli. Il faut arrêter de croire qu'ils se meublent comme des espèces de ploucs avec que des poufs dorés et je ne sais pas quoi Oui, la encore. vulgarité des nouveaux riches Ouais, ou des parvenus. absolument Voilà. pas. C'est Il y a juste du goût. somptueux. Il y a du goût. Il y a du goût. Et ce serait un appartement de la très très grande bourgeoisie française. Vous ne trouveriez pas à redire. Et c'est fait avec le goût que vous pouvez imaginer quand on a beaucoup d'argent et quand on sait s'entourer. Et elle a du goût. Donc il y a cette première dimension. La deuxième dimension, c'est la France dans cette partie du monde. Longtemps, Sarkozy étant un peu moins de ce côté-là un atout pour la France, il y a pour la France, de la part des pays arabes, depuis De Gaulle, mais aussi avec Chirac et même Mitterrand, l'idée que la France, elle n'est pas alignée. Elle n'a pas une politique arabe alignée sur les États-Unis, en gros qu'on est moins pro-israélien que le sont les Américains, et que à ce niveau-là, oui, c'est important d'avoir de bonnes relations avec ce pays, qui est quand même encore une des grandes puissances du monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous donne un exemple, quand on a monté cette fondation avec Cheramosa, elle a pesé sur rien du tout dans le choix des administrateurs de la fondation. Il y a un seul nom dont elle a exigé la présence, c'était un Français, figurez-vous. Et qui c'était d'après vous? Dominique de Villepin. Pas parce que c'était Dominique de Villepin, parce que dans la tête de Cheramosa, comme dans la tête de tout un tas de dirigeants, qui est Dominique de Villepin? Celui qui dit non. C'est ce vieux pays qui dit non à l'intervention. Puis avec le panache aussi qui le caractérise, et en tout cas. Voilà, le discours aux Nations Unies avant la première guerre du Golfe, où il dit non, on ne ferait pas avant la deuxième guerre du Golfe, non, on n'interviendra pas en Irak, on est un vieux pays, on a peut-être des vieux réflexes, enfin vous savez, cette tirade. Oui. Et ça reste ça, la France. Ça reste ça. Et donc, c'est le deuxième élément. Il y a un élément personnel, il y a un élément d'histoire qui fait que la France, et c'est vrai dans d'autres pays où vous apparaissez pas, la France n'apparaît pas, moins, beaucoup plus évidemment malheureusement avec Sarkozy, mais quand j'y suis, même s'il y a Sarkozy, il y a quand même cette idée que vous avez compris, on n'est pas dans le sillage, on n'est pas la Grande-Bretagne par rapport aux États-Unis, on a une politique autonome. Je vous rappelle qu'on est le premier pays qui ouvrons une ambassade en Syrie par exemple. La première ambassade occidentale en Syrie, on en parlait à l'instant, elle est française. Donc, vous voyez, il y a ça. Ensuite, il y a des intérêts financiers. Le Qatar est richissime. Il a des avoirs colossaux. Il vend son gaz, il faut bien en faire quelque chose de l'argent. Donc, l'argent, il faut l'investir. Donc, on investit dans un certain nombre de pays. Et la France, elle fait partie des pays où on peut investir. Donc, on investit. Donc, c'est des placements pour rentabiliser de l'argent. Vous n'allez pas le mettre dans un coffre-fort quelque part. Vous investissez. D'où aussi la politique immobilière. On achète parce qu'ils ne sont pas plus imbéciles que d'autres. Ils se disent tout simplement que un bâtiment de grande qualité dans une rue importante de Paris, avant qu'il perde de la valeur, les poules auront des dents. Ou un hôtel particulier au bout de l'île Saint-Louis. Exactement. Qui a alors là, il y a la dimension personnelle. Voilà, mais il n'y a pas que la dimension personnelle. Il y a aussi qu'on place l'argent. Et là, ça ne touche pas que la famille Altani, ça touche toute la famille Altani, c'est-à-dire toutes les branches, avec chacun qui défend ses intérêts. Il y a ça. Comme on met de l'argent dans un certain nombre d'entreprises françaises. Il y a quelques grosses entreprises françaises où les Qataris ont pris des actions parce que c'est aussi des placements. On rentabilise l'argent. On fait en sorte de ne pas en perdre. Ensuite, il y a une dimension de prestige. La dimension de prestige, c'est recevoir la Coupe du Monde de football, je ne sais pas si vous imaginez, qui vont faire des stades climatisés. Ah oui, j'ai lu ça. Attendez, je ne sais pas comment. J'ai du mal à imaginer qu'est-ce que ça veut dire un stade climatisé. C'est un stade complètement couvert
où on va jouer au football à 20 degrés quand il en fera 45 dehors. Ils ont proposé de recevoir le prologue du Tour de France. Ils étaient prêts à trouver une solution. Alors vous me direz, quand vous avez l'argent, vous avez la solution d'une certaine façon. Et ça fait partie de la politique, du positionnement. Ils ont compris un truc essentiel. Outre que le fils aîné est un fou de sport, ça pèse aussi. Ils ont compris, comment vous dire, que le sport était un autre champ. Vous disiez, il y a un pouvoir médiatique, il y a aussi... Le sport est à lui-même. C'est une vitrine qui répercute. Qui donne de vous, qui vous fait connaître, qui vous fait... D'où on met l'argent au PSG, d'où on reçoit la on débauche des joueurs à prix d'or, on leur verse un salaire à vie, enfin, c'est des choses complètement hallucinantes. On est candidat pour les Jeux Olympiques, ils les ont pas eu, mais ils ne désespèrent pas un jour de recevoir les Jeux Olympiques. Donc, vous voyez ce que je veux dire. J'essaie de vous dire, il y a plusieurs domaines qui font ça. Et le PSG, par exemple, le choix, il est là. En même temps, quand j'entends un certain nombre de gens, de fans de foot, m'expliquer, c'est un scandale, ils se payent un club de football. Mais enfin, il me semble qu'ils ne sont pas les premiers. Ils ne sont pas les seuls, les premiers. Vous entendez parler, vous, d'autre chose que d'argent quand vous entendez parler du foot. Ouais. Alors, il ne faudrait pas nous faire une leçon de morale. Quand c'est des Arabes, en l'occurrence, on trouve ça suspect, mais quand c'est d'autres, là, il n'y a pas de problème. Si c'était de l'argent de quelqu'un d'autre, ça ne poserait pas de problème. Bien sûr. Concernant les relations avec la classe politique, là aussi, on a pas mal écrit sur... des liens privilégiés qui se créent, notamment on a parlé du couple Sarkozy, entre autres, mais pas que. Doha reste encore et a été une destination assez courue, je pense pas. Je suis resté un an, j'ai vu des gens de toute la classe politique, de droite comme de gauche. Tout le monde confondu. Tout le monde. On se précipite là-bas dès qu'on a la possibilité. Dès qu'on est invité, on y va. Ouais. Pour tout un tas de raisons. Je vous parlais tout à l'heure des colloques, parce que c'est un lieu pour y rencontrer un certain nombre de gens, parce qu'ils sont infiniment riches et qu'on a toujours envie d'un projet commun. Je me rappelle d'une visite de M. Delanoë qui rêvait d'opérations avec le Qatar pour je ne sais plus quel projet municipal. Mais attendez, les gens de gauche les gens de droite étaient exactement de la même façon. Je me rappelle un discours absolument absurde, de Jacques Chirac expliquant que attendez, il faudrait que je retrouve dans la livre. Il y a le livre. Je me dis quelque chose. Je vais vous la dire. En gros, il dit le Qatar est ontologiquement démocratique. J'ai cru que j'allais m'étouffer. Enfin, la démocratie au Qatar. Il n'est pas une bourre de ce genre auprès, lui. Attendez, il y avait autour de lui tout un tas de gens. Il n'y a personne qui a bronché. J'ai quand même entendu M. Delanoë expliquer qu'entre la France et le Qatar, il y avait un point commun, c'était une grande histoire culturelle. Il faudra qu'il m'explique l'histoire culturelle du Qatar, pays qui existe depuis 30 ans, et puis qui, comme histoire, en dehors d'avoir un port où on pêchait des perles, vous savez, les perles pour faire les colliers, il n'y avait pas grand-chose, et puis 3 chèvres et 4 chameaux. Mais encore, je ne sais même pas si ça avait des chèvres. 4 chameaux sûrs. Je veux dire, vous entendez des absurdités. Vous entendiez toute une partie de la classe politique qui venait sur place, qui doit continuer à y aller, moi j'y suis plus, et qui n'hésite devant aucune énormité pour flatter un petit émirat qui est richissime. Oui, d'ailleurs, j'ai retrouvé la citation. Le Qatar est par nature démocratique. Par nature démocratique. Vous n'aviez pas remarqué, vous connaissiez, vous, des États qui étaient par nature démocratiques. Alors, quant au Qatar, où chaque fois qu'il y a on va continuer à chercher, mais bon. Une succession, il y a un coup d'État militaire. Vous citez aussi Nicolas Sarkozy, qui a préfacé en 2008 un livre intitulé « Le Qatar et les Français, 5 siècles de récits de voyage et de textes d'érudition ». Donc voilà. Donc, des perles de ce genre. Tout. Alors vous me direz, je suppose qu'ils ne le font pas qu'avec le Qatar et qu'on est prêt à dire des énormités quand on va dans un certain nombre de pays. Mais là, quand même, ça battait de temps en temps quelques records. La servilité n'a jamais de limite quand des intérêts bien compris sont en jeu. Bon, c'est pas nouveau et malheureusement, on n'en sortira pas de sitôt. Bon, ces relations donc entre le Qatar et la France, donc l'implication du Qatar sur la scène internationale de manière croissante. En fin de compte, si nous revenons à votre expérience de terrain, comment vous est apparue la face cachée un petit peu de ce petit émirat ? Vous mettez en avant plusieurs problématiques dans votre ouvrage, que ce soit le traitement de la population immigrée, que ce soit le mode de vie là-bas, que ce soit aussi le traitement particulier qu'on peut réserver aux résidents, avec des contraintes assez inattendues qui pèsent sur eux.
comment essayer de délimiter un petit peu cette face cachée du Qatar une fois qu'on est sur place et que, Écoutez, à travers elle vous saute aux yeux quand vous arrivez à l'aéroport. Vous arrivez à l'aéroport de Doha et vous vous rendez compte vite qu'il y a en gros 2 catégories de citoyens. Il y a les Qataris et puis ceux qui ne le sont pas. Alors, dans ceux qui ne le sont pas, il y a les gens qui sont des gens qui travaillent mais en étant des Occidentaux ou que sais-je encore, en gros qui sont traités, on y reviendra, mais globalement sans beaucoup de problèmes, même s'il y a le problème des visas, j'y reviendrai. Voilà, et puis il y a tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui font le Qatar. Vous ne croyez pas que c'est des Qataris qui font les routes, qui construisent les immeubles et qui font le ménage? Donc souvent une population majoritairement d'origine asiatique Asiatique. et non arabe, d'un point de vue Absolument, qui est à la fois... des Népalais, de Philippins... Des Philippins, des Bengalis, voilà. des Pakistanais, parce qu'il y a des musulmans aussi, des Indiens. C'est-à-dire des petites gens qui viennent là, mais qui sont donc plus d'1 million, et qui travaillent dans des conditions abominables pour des salaires invraisemblablement bas et en même temps plus élevés qu'ils ne pourraient en rêver chez eux. Vous décrivez d'ailleurs une visite presque quasi clandestine que vous avez faite dans les quartiers. Dans les quartiers vous avez le quartier central autour de la baie qui a au centre de Doha, qui est un quartier, qui est une ville comme vous les imaginez dans les Émirats, c'est-à-dire avec des buildings toujours plus hauts les uns que les autres, puisque l'obsession étant d'avoir évidemment le plus haut du monde. Donc vous avez ça, la plupart d'ailleurs vides, vous vous dites, c'est ça la spéculation immobilière, vous vous dites, mais on fait tous ces immeubles pour qui? Vous avez un peu de mal à le savoir, y compris dans les hôtels qui sont absolument vides, les 9/10 du temps et tout, mais enfin ça, il n'y a pas de problème de rentabilité. Vous avez ça, mais dès que vous quittez en gros le centre de la ville, vous arrivez dans des quartiers où vivent cette population, où vivent ces immigrés, dans des conditions, alors attendez, qui sont pas, il faut pas exagérer, qui sont terribles à mes yeux, mais chaque fois que je discutais avec ces immigrés, 10 fois meilleures que celles qu'ils avaient chez eux. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? On est toujours ça. Et quand moi je demandais, je me rappelle, le chauffeur de taxi parce qu'on avait des chauffeurs de taxi avec qui on travaillait tout le temps, et je lui disais, mais pourquoi vous retournez pas chez eux? Il y avait 20 ans, 30 ans qu'ils étaient là. Il disait, mais attendez... Je lui disais, mais vous gagnez combien? Regardez, quelques centaines, 200 $, 300 $ pour ceux qui gagnaient mieux et tout. Mais il me disait, mais je gagnerais 50 $ si j'étais chez moi. Qu'est-ce qui paye la dot de mes filles? Qu'est-ce qui fait que mes enfants vont à l'école? C'est que je sois là. C'est que je suis là. Alors vous doutez bien que ce personnel-là, il lui vient même pas à l'idée de protester contre quoi que ce soit. Corvéable, taillable, merci. Absolument, mais ça prend des anecdotes. Écoutez, à un moment donné, finalement, j'ai vécu à l'hôtel sur place la plupart du temps. Mais à un moment donné, j'ai cherché un appartement parce que j'ai pensé faire venir ma famille, ce qui après... J'ai vite changé d'avis en me disant ça va pas durer, et ça n'a pas duré tellement nos rapports étaient épouvantables avec les autorités qatariennes. Mais je me souviens d'une visite d'une villa, c'est des villas pour les expatriés, avec ma femme, gigantesque, qui était ridicule. On est 5, 500 ou 600 mètres carrés. Vous regardiez le salon d'un bout à l'autre, il faisait 30 mètres. Enfin, tout ça. Et puis ma femme va dans la cuisine et lui dit, mais il n'y a pas de lave-vaisselle. Tout était équipé, il n'y avait pas de lave-vaisselle. Je vous veux dire... Attendez, le mec dit, regarde ma femme, il dit, mais la vaisselle, pourquoi? Il dit, pour faire la vaisselle, figurez-vous. Elle dit, mais on ne fait pas la vaisselle, venez voir. Alors, il l'amène derrière, il y avait une porte qui donnait dans une petite pièce. Alors, une pièce, vous voyez, ce studio à côté est Versailles, c'est-à-dire 3 mètres sur 1 mètre de large, avec un lit et tout ça. Et il dit, mais voilà, le personnel, la dame dormira là. Vous n'allez quand même pas acheter un lave-vaisselle quand il y a quelqu'un pour vous faire la vaisselle. Et il était de bonne foi, il le disait sans aucune acrimonie. Oui, c'est naturel. Comme il respire. Juste, ça paraissait absolument invraisemblable de ne pas avoir 3 personnes pour faire le ménage, la vaisselle et tout. Et en même temps, si vous ne le faites pas, les gens qui sont ces gens-là viennent vous voir en se disant, mais vous ne me donnez pas de travail, parce que si vous refusez de on est dans cette spirale tragique, en fait. Voilà. On ne sort pas de ces contradictions-là.
D'accord. Bien, le moment est venu en milieu d'émission de faire une petite pause musicale. Alors, on va partir des sables du désert vers un peu les brumes du Nord, plutôt de la mer du Nord, avec un groupe que nous aimons bien à Méridien Zéro, le groupe Hécate, du nom de la déesse grecque de la nuit. Hécate avec un K, donc ça rentre un petit peu dans le style musical un peu dark ou néo-folk que certains auditeurs aiment bien, avec un morceau qui s'intitule Burning Terror. diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit den Flammen anzuvertrauen. Bien, nous revenons sur les rives du golfe arabo-persique pour évoquer à nouveau ce cas singulier de ce petit émirat qui fait beaucoup parler de lui et qui n'a pas fini de faire parler de lui, le Qatar, avec la présence de Robert Ménard, que nous remercions une fois de plus d'être là, et qui a surtout eu une expérience de terrain.
là-bas. Donc Robert, vous nous parliez un petit peu à travers des anecdotes signifiantes de certaines us et coutumes qui dénotent parfois l'ancien régime pour ce qu'il avait pour avoir de pire, encore que nous ne sommes pas du genre à condamner comme le font les ayatollahs laïcs l'ancien régime de manière convenue. Donc pouvez-vous revenir un petit peu sur ces réalités, ces choses vues qui en disent long sur en fait une certaine face cachée du Qatar? Oui, le Qatar, c'est un drôle de mélange. C'est à la fois, comment vous dire, l'aspiration à la plus grande modernité. Je vous rappelle, à un moment donné, chez Ramosa, on avait imaginé de construire un bâtiment à la mémoire des journalistes qui étaient tués dans le monde et tout ça. Et la Shiramosa, la femme de l'émir, elle était allée chercher les plus grands et les plus contemporains des artistes. Et en même temps, c'est une société complètement archaïque où à la fois les femmes portent une abaya, vous savez, qui leur cache pas le visage en revanche, qui entoure leur visage d'un voile noir avec évidemment jusqu'aux pieds, certaines en plus avec en dessous des yeux un autre foulard. Et en même temps, c'est pour avoir travaillé au Qatar donc et avoir eu avec moi deux jeunes femmes qui venaient de Reporters sans frontières comme moi et qui m'aidaient, qui allaient par exemple des salons de beauté. Elles me racontaient les salons de beauté et les dessous de ces mêmes femmes qui portent des abayas. Vous étiez absolument sidérés de l'audace que ça dénotait. On est dans une société à la fois où on se plaît à continuer à manger sous la tente, climatisé, je m'empresse d'ajouter, quand même, il ne faut pas exagérer. Rassurez-nous, Robert. Et en même temps, il y a des espèces d'immenses, vous y faisiez allusion tout à l'heure, malls commerciaux qui sont invraisemblables. Vous savez, il y en a eu un où il y a eu un terrible incendie là, dans une crèche. Pour connaître ce mall où il y a eu un peu plus d'une dizaine d'enfants qui ont été tués, ce mall, c'est en plein milieu de Doha, c'est-à-dire en plein milieu du désert, pour dire les choses. Ça se veut une copie de Venise, c'est-à-dire qu'il y a au milieu du mall un canal avec de fausses, comment on dit, des gondoles. Gondoles. Des gondoliers pakistanais. Dans lequel vous allez d'un endroit à l'autre du centre commercial avec un faux ciel bleu comme il n'y a pas, avec des nuages comme il faut et qui fait tout ce qu'il y a de plus européen. Et le kitsch, là. Voilà, c'est un mélange comme ça. Ouais. Et en même temps, c'est un régime pareil. C'est un régime où, à la fois, on a une télévision Al Jazeera, qui a soutenu, quand il fallait les soutenir, les démocrates d'un certain nombre de pays, qui a bouleverser le paysage médiatique du monde arabe en donnant la parole aux opposants. Attendez. Et même qui cherchent à aller au-delà, avec des éditions en anglais, d'autres langues. Donc, voilà. Il y a en même temps ça, et en même temps la même station Al Jazeera qui ne dit pas un mot du Qatar. C'est-à-dire, elle parle du monde entier sans jamais parler du Qatar. Tout le monde sauf nous. Tout le monde sauf nous. Ouais. C'est le même pays où vous avez, pour rester sur Al Jazeera, une chaîne en arabe, c'est celle qui a le grand succès, qui dit un certain nombre de choses, et une chaîne, vous y faisiez allusion, en anglais, dont les gens se disent bon, si je la regarde en anglais, je sais ce qu'est Al Jazeera, sauf que c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Mais c'est deux rédactions complètement différentes. Ce n'est pas un calque mais non, mais ça n'a strictement rien à voir. Al Jazeera en anglais est faite pour vous. Al Jazeera en arabe est faite pour les populations arabes du Golfe et du monde musulman. C'est juste ça la réalité. C'est toujours un pays avec schizophrène. Duel. Absolument. Ouais. Alors, voilà, et alors vous avez des gens comme Shiramosa, la femme de l'émir, qui incarne, elle, la tendance, disons, moderniste, ouverte. En tout cas, c'est l'impression qu'elle nous a faite au tout début, ce qui a motivé en tout cas votre oui, absolument. investissement. Moi, j'y suis allé, mais pourquoi j'y suis allé? D'abord parce qu'elle a pris des engagements, elle donnait à Reporters sans frontières les moyens d'intervenir dans un pays où on n'intervient pas, dans une zone où on n'intervient pas. Et puis, elle a du vrai courage. Je vous racontais ma première visite à la Qatar Foundation, qui est en même temps une énorme université où il y a des universités du monde entier qui viennent
carrément s'installer là. Il y a les plus grandes universités américaines qui ont ouvert des universités sur place, où là, c'est mixte. Et vous avez garçons et filles dans la même salle, mais en même temps, l'université officielle, publique du Qatar, les filles et les garçons sont évidemment pas ensemble. Et vous avez sans arrêt ces deux aspects. Alors moi, quand j'arrive là, j'ai envie, en gros, d'aider le courant moderniste, incarné par Shiramosa, le courant le plus rétrograde étant, lui, incarné par le Premier ministre, qui est en même temps le ministre des Affaires étrangères. Et donc, vous avez envie de peser sur ça. Moi, je comprends les pays occidentaux qui se disent, on va aider ça, parce que le statut de la femme, je vous disais qu'elles étaient habillées en abaya, mais elles conduisent leur voiture de temps en temps, habillées en abaya, en conduisant la voiture. Vous dites, ça peut mal finir, mais ça, c'est une parenthèse. De temps en temps, je l'ai remarqué, donc on craignait le pire. Il y a des radars là-bas. Non, mais vous rigolez, mais c'est un vrai problème. Mais en même temps, c'est un pays où la femme a un statut 1000 fois plus avantageux que dans l'Arabie Saoudite à côté. Il ne faut pas tout confondre. Voilà, donc on est dans une situation comme ça. Alors, on trouve toujours, quand on veut justifier, et moi je m'applique ça à moi, le fait d'intervenir au Qatar ou de tenter d'y faire quelque chose en montrant les aspects positifs. Vous voyez, en montrant le fait que les choses bougent, qu'on y est ouvert d'une certaine façon. D'ailleurs, on vous a souvent rétorqué comme raison, je le rappelais tout à l'heure, bon, le Qatar est un pays récent, donc il faut lui laisser le temps. Voilà, bon, et donc, et ça c'est la première partie. Et puis si vous êtes un peu honnête, vous regardez l'autre partie. Vous regardez la partie où les gens ils sont traités moins que rien. Ou moi, quand on s'est fâché avec les autorités du Qatar, ça a été terrible. Moi, ils m'ont jamais directement ennuyé, mais les deux assistantes que j'avais, qui étaient en l'occurrence une jeune Marocaine et à l'époque une jeune Iranienne, mais qui m'avait suivi de Paris, de Reporters sans frontières et tout, ils les ont empêchés de sortir du pays. Parce qu'on peut vous empêcher de sortir du pays. Là-dessus, ça m'a un peu frappé dans votre ouvrage, ces difficultés, pour pas dire plus, auxquelles sont heurtés des résidents occidentaux ou non au Qatar. Quand vous travaillez au Qatar, il faut un papier comme tout pays, mais sache que là, il n'y a pas grand-chose à dire, un papier qui a un permis de travail. Pour avoir ce permis de travail, il faut une structure qui vous le délivre. Alors, par exemple, la fondation qu'on avait mise en place, j'étais le directeur général de cette fondation. Mais la personne qui vous permet d'avoir un permis de travail doit être forcément qatari. Vous avez remarqué que je ne suis pas qatari. Une sorte de tuteur, quoi. Voilà, je ne suis pas qatari. Ouais. Donc, paradoxalement, mon adjointe, dans cette structure, était celle qui décidait ou pas des permis de travail, qui contrôlait l'entrée ou la sortie des gens qui travaillaient. Théoriquement, la mienne, elle ne l'a jamais fait. Parce qu'ils sont pas fous, ils mesurent ce qu'ils peuvent faire. Elle était en mesure de le faire. Mais elle l'a fait pour mes deux adjointes. Ah ouais. Elle les a empêchés de sortir. Et attendez, c'est vrai pour toutes les structures. C'est-à-dire, si vous, demain, vous créez une structure, j'en sais rien, pour n'importe quoi, vous vendez des boulons en plastique au Qatar, il faudra vous associer avec un Qatari. Mais d'ailleurs, vous citez le cas assez ubuesque d'un Belge, qui a été retenu là-bas. Qui a été retenu plus d'une année là-bas, qui ne pouvait plus sortir. Qui ne pouvait plus sortir. Vous ne pouvez pas sortir, c'est-à-dire vous arrivez à la douane, il y a votre nom sur une liste, vous ne sortez pas. Alors, il suffit après que un de vos partenaires commerciaux de mauvaise foi, c'est un peu son cas, je crois. Oui, c'est une affaire commerciale. De mauvaise foi, vous accuse, vous croque. Il a un moyen de chantage terrible sur vous. Vous êtes coincé là-bas, quoi. Absolument. Coincé là-bas. Absolument. C'est un système ubuesque, moyenâgeux. J'ajoute évidemment que si vous êtes séropositif, vous ne pouvez pas rentrer au Qatar. Puisque vous ne pouvez pas travailler au Qatar, puisque pour avoir toujours ce permis de travail, vous êtes obligé de passer une visite médicale, ou d'après vous, qu'est-ce qu'on fait ? Une prise de sang. Et donc, bien sûr, et donc ça, c'est les aspects les plus archaïques de ce régime-là. Donc en fait, oui, vous laissez entendre, en tout cas vous le dites même explicitement dans notre ouvrage, qu'il y avait des luttes de clans.
qu'il y a des luttes des factions au sein de la famille nous, régnante. Puis bon, on va donc vous là. avez été confronté à ça, en fait de compte. Tout de suite. Vous avez compris. On était là donc pour créer un centre qui intervienne sur les questions de liberté de la presse. Quand je l'ai créé, j'étais le patron de Reporters sans frontières, donc ils savaient à quoi s'en tenir. Il n'y a pas de souci. Je veux dire, ils ne sont pas tombés. Nous, on écrivait des rapports terribles sur le Qatar. Donc chez Ramosa, il n'y avait pas de problème dans son esprit. Oui, bon, condition de personnalité, c'est quand même renseigné sur vous. Absolument. Donc il n'y avait pas de malentendu. Ils ne s'attendaient pas à autre chose que ce qui s'est passé. Et évidemment, un certain nombre de gens sur place, comme ils pensent que tout s'achète, ils pensent qu'ils régleront tout à coup de chéquier. Moi, je me souviens tout de suite, on fait un communiqué. Vous savez, on fait des communiqués pour protester contre la situation dans tel pays, de tel journaliste, ce que fait Reporters sans frontières. Donc, et on fait un premier communiqué. Sur quel pays, d'après vous? Quand on s'installe dans un pays? Sur le pays en question. Et on fait un communiqué assassin sur le Qatar, où la situation de la liberté de la presse est ubuesque. Je n'avais pas fini de faire la conférence de presse. Les journalistes en face de moi étaient... Vous doutiez pas quand même une seconde que bon, ça allait vous retomber sur la tête Ah oui, c'était la règle du jeu. Attendez. Oui, peut-être. Ouais, mais bon, là, vous étiez allé franco, quoi. Ah bah attendez, sinon vous n'avez plus de crédibilité. Non, mais c'est clair. Donc la première chose que vous faites ça. Ouais. Donc, je n'étais pas sorti de l'hôtel où on tenait cette conférence de presse que j'ai un appel du secrétaire d'achat. Vous venez me voir. J'arrive, il me dit, Robert, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que j'ai fait, pardon? Je viens de faire une conférence de presse. Oui, je sais. Qu'est-ce que vous avez dit à cette conférence de presse? Nous avons fait état de notre premier communiqué. Et de quoi il parle, votre premier communiqué? De votre pays, madame. Je dis, Robert, vous n'avez pas osé. Ah, j'ai dit, absolument. J'ai dit, c'était même le prix de notre crédibilité. Vous voulez pas qu'on critique l'Arabie Saoudite et rien dire sur votre pays. Les gens vont dire, c'est parce que vous êtes installé au Qatar que vous dites rien sur le Qatar. D'ailleurs, vous cachez pas comme vous l'a reproché, des hommes bien intentionnés. Immédiatement. Certains sont venus vers vous en disant, tiens, je vais pouvoir rentrer dans son sillage. D'autres disent, il est vendu au Qatari. Donc, voilà, il n'avait qu'à voir comment on travaillait. Ouais. Et donc, je lui dis, il était hors de question de faire autre chose. Et je discute avec elle. Je lui dis, c'est le prix de notre crédibilité. Cette fondation qu'on a créée ensemble, si vous voulez qu'elle soit crédible par rapport aux autres pays du monde, il faut absolument qu'on dise ce qui se passe. Et puis je lui dis, attends, de vous à moi, vous n'allez quand même pas me dire qu'il y a une liberté de la presse au Qatar. Mais non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, et puis de toute façon, nous ne serons pas le Al Jazeera de la liberté de la presse. Elle me dit, vous ne serez pas quoi? J'ai dit, on ne sera pas le Al Jazeera de la liberté de la presse. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, attendez, il critique ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai dit, il critique tout le monde sauf vous. Il montre du doigt tout le monde, sauf jamais il parle que de votre mari, ou quand ils en parlent, c'est pour dire que c'est un saint homme, et qu'il fait que des choses merveilleuses. Je dis, on va faire ça. Et là, et c'était ça qui était le malentendu entre nous et tout ça, ça l'a fait rire. Et elle me dit, vous avez raison, Pierre. Et elle était à la fois, comment vous dire, angoissée, effarouchée, terriblement inquiète de nos prises de position et de cette espèce de désinvolture qu'on avait. Et à la fois, elle était fière d'être celle qui permettait ça. Parce que c'est grâce à elle, attendez. Et elle est très intéressante. Parce que elle est, comment vous dire, elle est les deux à la fois. Elle était honnie d'un certain nombre de Qataris. Parce qu'elle portait donc une abaya et donc un foulard sur la tête, mais un foulard de grand couturier, qui était vraiment une espèce de prix à payer à l'islam, prix à payer pas cher au poids où était le foulard. Et comme, vous voyez ce que je veux dire, elle se pliait au rite, mais en les contournant un petit peu. Elle accompagnait Comme font beaucoup de femmes là-bas d'ailleurs, que ce soit dans les pays du Golfe ou en Iran aussi. Donc, en Iran, oui, plus que dans les pays du Golfe. Plus en Iran. Elle accompagnait son mari dans les voyages officiels. Alors là, ça a agacé la moitié des Qataris, évidemment, qui se demandaient qu'est-ce qu'elle foutait là. Mais ça avait mis, je me rappelle, le feu au lac, parce qu'une fois en Allemagne, elle était allée, elle, représenter le Qatar. Une femme qui représente le Qatar, enfin vous imaginez la révolution que c'était. Et donc nous, ce que moi je n'avais pas mesuré, c'est que à la fois elle nous protégeait, et elle nous a protégés, elle nous donnait la possibilité de faire un certain nombre de choses que jamais personne n'a fait dans ces pays-là, et en même temps elle se mettait en danger parce que ça donnait
tous les jours des arguments à ses ennemis qui disaient « Regardez, elle est bien folle furieuse, la preuve, elle protège le centre. » Moi, il y a des gens qui sont venus me voir en me disant « Mais comment ?» D'abord, je la voyais, parce que les gens la voyaient peu, je discutais avec elle. Je disais « Mais comment ça se fait dans la presse ?» Je disais « Comment elle tolère un type pareil ?» Le type étant moi, enfin, avec des noms d'oiseaux dont je me passerai de les reproduire ici au micro. Et donc, on s'est trouvé dans cette situation. Chaque fois qu'on prenait position, chaque fois qu'on disait quelque chose, on avait des ennuis avec les autorités qataries, et chaque fois, elles nous protégeaient, in fine, en disant « Oui, mais là, je leur ai dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils font ce qu'ils voulaient. » Jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'on jouait avec le feu pour elles. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, c'était à Paris. Je lui ai dit, on s'en va, on arrête, c'est plus possible. J'ai dit, c'est pas seulement plus possible pour nous, c'était un vrai problème. À la fin, dans les mosquées, avant la prière du vendredi, il y avait des SMS qui circulaient en disant, il faut aller brûler le centre carrément, oui, on rejoint l'actualité la plus brûlante, là, quoi. Il faut attaquer le centre et tout. Ouais. Vous avez compris, moi, je faisais travailler un certain nombre de gens que j'avais fait venir, il y avait des gens sur place. Vous jouez pas avec ça, parce que là, on en parle tranquillement, on est autour de la table, on risque rien, on est dans Paris. Là, vous vous dites, il y a un certain nombre de fous furieux qui sont capables de venir. Non, et qu'est-ce que on vit de voir de l'actualité récente, c'est ce que je veux dire. ça peut aller très vite, quoi. Moi, j'avais peur pour les gens. Vous avez peur pour vous, mais vous avez surtout peur pour les gens que vous avez entraînés dans cette aventure. Qui vous font confiance, vous etc., dites comment ça peut terminer. Et donc, il y avait ça, et puis je lui ai dit, il y a ça, mais c'est pas ça qui nous fait partir. Ce qui nous fait partir, c'est ce qu'on est en train de vous causer comme souci à vous, parce qu'elle est quand même l'aile moderniste dans tout ça. Et in fine, on était son pire talon de Damoclès, son pire talon d'Achille. Oui. Ça veut dire qu'on était une épée de Damoclès autour de sa tête. C'est-à-dire que tout ce qu'on disait dans la presse qatari, c'était au fond elle qui le disait, même quand c'était absolument pas vrai, parce que je lui demandais pas ce qu'elle en pensait. Vous étiez associé à elle, bon, pour voilà. Pour le pire. Mais vous avez compris, pour l'emmerder, il disait, regardez, ses protégés disent ça, implicitement, parce que quand même, il faut faire attention, elle est la femme de l'émir, on plaisante quand même pas, implicitement, regardez ce que c'est cette femme et tout ça. Je vous rappelle que quand même, on part donc en juin 2009, en juillet 2009, il y a une tentative de coup d'État. Parce qu'il y a des tentatives de coup d'État. D'abord, il y en a eu de réussies. Son mari... Il y a eu deux factions à la fois intrafamiliales et puis par rapport à ces deux tendances qui cohabitent plus ou moins facilement. Quoi. Ouais. Le mariage entre Shiramosa et son mari, c'est un mariage de réconciliation. Elle est d'une autre tribu que les Altani. Elle n'est pas des Altani, de la famille royale, de la famille du cheikh. Elle est donc princière. Elle est d'une autre famille puissante. Une autre famille qui a tenté à un moment donné un coup d'État contre le père de l'émir actuel. Et pour réconcilier, qu'est-ce qu'on fait ? On marie le fils avec la fille, le fils d'un avec la fille de l'autre. Donc c'est un mariage arrangé, mais lui en même temps c'est incroyable parce que je peux vous raconter 2 heures des anecdotes. En même temps, il était amoureux d'elle. Oui, vous le marquez. Absolument, mais c'était étonnant. Vous voyez au Qatar des choses. Moi, je l'ai vu avoir des signes d'amour. Te prendre doucement la main de son épouse, d'affection, qui sont pas très courants, qui sont pas public, très courants, qui sont invraisemblables. À ce niveau-là, dans ce milieu-là, il n'y a pas un mec qui touche la main, qui tapote la main de sa femme, ça a l'air de lui dire, voilà, évidemment, c'est toi que j'aime, devant tout le monde. Enfin, vous imaginez, attendez, un mec va quand même pas s'abaisser à faire ça. Lui, il faisait ça. Et voilà, c'était donc... C'était un truc où on s'est dit on a quelque chose à faire et puis finalement on n'a rien pu. On a aidé tout un tas de gens parce qu'ils nous donnaient les moyens, mais au bout de près d'un an, puisque ça a duré, l'aventure au total a duré un peu plus d'un an, au bout d'un an on s'est dit... Comment ça s'est passé en fin de compte, cette montée un petit peu... Mais tous les jours, il y avait des menaces, il y avait des problèmes, il y avait des refus. Parce que, par exemple, pour que des gens viennent se faire soigner au Qatar, il y a des structures hospitalières au Qatar très très bonnes. On voulait faire venir des gens qui avaient été malmenés dans tel ou tel pays. Attendez, il faut un visa pour venir.
Vous rentrez pas dans le Qatar. Au Qatar, vous rentrez sans visa quand vous êtes comme vous et moi, comme on est tous les trois français, vous rentrez au Qatar comme ça, il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes du Bangladesh ou je sais pas de quel pays, ou pakistanais ou afghan, vous avez besoin d'un visa. Or nous, pour avoir un visa, il faut signer des papiers. Moi, je suis pas qatari, je pouvais pas les signer ces papiers-là. Donc on nous bloquait à ce niveau-là. Bref, on multipliait les entraves au travail du centre. On intervenait quand on dénonçait l'armée israélienne qui bombardait Gaza. La presse locale nous applaudissait, bravo, bravo, bravo. Quand on parlait des exactions du Hamas à Gaza, ou sionistes vendus à Israël, enfin vous imaginez tous les trucs. Voilà, et au bout d'un moment, ça a pris de telles dimensions qu'il en allait de la sécurité des gens qui travaillaient avec moi, de l'avenir du centre, et en plus des problèmes que ça pouvait poser à Chiramosa, et j'avais aucune envie de lui en faire plus que je lui en avais déjà fait, et on lui en a fait, je vous garantis. D'accord. Donc en fait, avec le recul, c'est une expérience que vous regrettez, non? Je pense pas. C'est pas de votre nature. Vous une expérience. Voilà, non, c'est pas. Je pense pas. Non, mais en même temps, qui a été riche d'enseignement en tout cas. Voilà, qui est riche en enseignement. D'abord, qui m'a fait connaître parce que du coup, on connaissait tous les pays. On allait au Bahreïn, à Abu Dhabi, à Dubaï et tout ça, évidemment. Ça vous fait connaître une partie du monde qui est une partie du monde essentielle. C'est quand même le coffre-fort énergétique du monde. Je vous rappelle que c'est pas tout à fait des pays anodins. On le voit bien pour l'avenir du monde. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça vous fait toucher du doigt l'islam au quotidien. Alors justement, vous pourriez un petit peu développer à travers peut-être d'autres anecdotes. Mais vous savez, l'islam, en fait... Comment on s'arrange avec l'islam sur place par rapport à cette dualité que vous avez mise en avant Non, là, c'est le seul domaine où on s'arrange à rien du tout. Là, on suit les préceptes. Si je n'imagine pas... J'essaie de réfléchir à ce que je ne crois pas avoir vu au moment du Ramadan un Qatari dans un restaurant. Ça, c'est même pas vraisemblable, ça n'existe pas. Un musulman dans un restaurant à midi au moment du Ramadan. Bon, j'aurais pas pris ce risque-là. Non, mais attendez, il y a des pays où ça existe quand même, où il y en a un certain nombre. Je veux dire, non, il y a avec l'islam, il n'y a pas de marge de manœuvre possible. Si ce n'est... La charia est appliquée là-bas? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Non, elle n'est pas appliquée. D'accord. Mais en même temps, c'est le seul pays du Golfe où il y a une église catholique. Le seul. Ah oui. Et ils la font visiter sans arrêt. Preuve, s'il en était, de leur ouverture. Voilà. Alors, en même temps, vous dites, oui, enfin, une église... Une synagogue, non? Non, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas les juger. N'allons pas jusque-là. Mais il y a des catholiques en même temps, parce qu'il y a une minorité. D'abord, déjà les travailleurs philippins ou autres. Ils sont tous catholiques. Voilà, donc, ils sont catholiques, la majorité. Donc, la majorité est catholique. Et donc, il y a ça. C'est les quelques signes. Non, je me souviens c'est un peu difficile à dire, mais sur l'homosexualité, je veux dire, moi j'avais dans mon équipe des gens qui étaient homosexuels. Honnêtement, il valait mieux faire attention, je vous garantis, parce qu'il n'était pas bon d'être homosexuel dans ces pays-là. Dire pas bon est un euphémisme, un doux euphémisme. C'est bien connu. Vous imaginez. Non, et en même temps, je vous dis, je pense que Chiramosa, sur ces registres-là, elle est infiniment plus tolérante, mais elle incarne pas le cœur du pouvoir. Le cœur du pouvoir, il n'est pas là, il est autour du Premier ministre. Et en plus, vous savez, le problème, c'est que quand vous vous engueulez avec des Qataris, ou quand vous voyez plutôt, quand vous assistez à des engueulades entre Qataris, il peut y avoir une dimension politique, de pouvoir, mais il y a tout le temps une dimension financière et commerciale. Parce qu'en même temps, tous, aussi bien elle que son mari, que le Premier ministre, ils sont tous en même temps à faire des affaires. La compagnie de taxi, elle appartient au Premier ministre, il y en a une autre qui appartient au cheikh, à son mari. Donc ça veut dire que il y a des problèmes de concurrence qui ne sont pas que des concurrences idéologiques. Vous avez compris que là, qui sont juste des concurrences commerciales. Et donc vous avez aussi cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il y a une dimension financière.
Et puis, il y a des incompréhensions. Je vais vous raconter une anecdote qui en dit long sur comment... J'espère que je ne suis pas trop long. Non, c'est très bien. Comment ça se passe pour vous raconter. Une fois, je me retrouve avec le président du conseil d'administration de notre fondation, était le président d'Al Jazeera. Je ne me prononcerai pas sur ce monsieur, dont je pense pique-pendre. Mais passons là-dessus. Et une fois, je me retrouve avec lui et je lui avais demandé à le voir parce que je m'engueulais à propos de la situation d'un journaliste du Bangladesh et un autre d'Afghanistan qu'on voulait faire venir pour se faire soigner, pour se réfugier au Qatar, dans le centre, puisqu'on avait des bâtiments et tout pour abriter les gens. Et évidemment, il fallait signer des papiers pour les faire venir, pour les autoriser à venir. Il ne l'avait jamais fait. Donc, je le vois, et le ton monte, enfin, surtout de mon côté, parce que lui, il ne montait pas beaucoup, le ton. Je monte, je me mets en colère, je lui dis, mais enfin, comment, c'est pas possible, vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous attendez pour signer ces papiers, ils sont en danger, enfin, vous imaginez tout ce que je peux dire à ce type, et je lui dis, enfin, vous êtes le patron d'une télévision, Al Jazeera, qui ne cesse de dénoncer les situations qui sont faites aux journalistes, là, vous avez l'occasion, vous, de signer, en signant ces papiers, de les mettre à l'abri, je m'engueule avec lui, je le prends à partie, ça dure un quart d'heure. Il me regardait comme ça. Comme si je lui parlais, je ne sais pas, de la dynastie Ming en Chine, à peu près. Au bout de 20 minutes, j'arrête, épuisé, parce qu'une engueulade tout seul, ça vous épuise. Voilà, il n'y avait pas de réaction, je m'arrête, je me lève, je dis très bien, je me lève, je pars, j'étais hors de moi. Il vient, il me dit... Il vient me serrer la main, donc il me tend la main, je lui tends, cher ami, et il me dit, alors, comment va votre femme? Et les enfants? Et vous, ça va bien et tout ça? Et je me dis, mais je comprends pas. Je me dis, il n'a pas bien compris, donc je sors, après c'est Salam Alek, je sors du bureau, et je me retourne vers la traductrice, qui était toujours ma traductrice, donc il n'y avait jamais de problème. Je dis, mais il n'a pas compris ce que je disais? Ah, il me dit, il a totalement compris. Mais je dis, mais il se fout de ma gueule avec ses Salam Alek à la fin, et puis il me regardait, l'air absolument ahuri à l'idée de ce que j'étais en train de lui dire. Vous lui traduisiez bien. Mais elle me dit, oui, aucun problème, il n'y a pas eu de problème de traduction. Il savait ce que... Elle me dit, Robert, mais juste, il ne vous croit pas? Je dis, quoi, il ne vous croit pas? Il pense impossible que vous vous mettiez dans un état pareil. Il faut dire que je m'étais particulièrement énervé, peut-être un peu trop, pour un Bengali et un Afghan. Quoi? Je lui dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle me dit, il ne croit pas que ce soit l'objet de la discussion. Voilà. Elle dit, il ne pense pas une seconde que vous pouvez plus que lui vous intéresser à un Afghan. Elle me dit, ça lui paraît juste surréaliste que vous veniez le voir pour un Afghan dont il n'a rien à foutre, dont il n'aura jamais rien à foutre, et il pense que, sincèrement, vous en avez rien à faire. Et elle me dit, et je dis, il pense quoi? Il est désarçonné. Elle me dit, pourquoi il vous regarde comme ça? Parce qu'il attend la fin de la tirade sur l'Afghan pour que vous lui demandiez, voilà, qu'est-ce que vous voulez, vous, personnellement, dans cette histoire-là? Combien, presque. Elle m'a dit, absolument. Elle a dit, il attendait de savoir, est-ce que la voiture n'était pas ce qu'il fallait? Est-ce que l'appartement n'allait pas? Est-ce que les enfants étaient mal à l'école? Ils n'étaient pas arrivés. Ils ne sont jamais arrivés. Et qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Et comment il pouvait régler ce problème? Alors là, il m'a dit, il aurait tout de suite répondu. Oui, pour lui, c'est une entrée en matière. Voilà, c'était une entrée en matière. Pour pas très content de quelque chose. Quelque chose pour parler de choses sérieuses, c'est-à-dire vous. Ouais. Comment vous voulez avancer dans les discussions avec des gens? Il est le patron d'Al Jazeera. Le patron d'Al Jazeera. Oui, donc ça va être à l'avenant, tout le reste du personnel. Il est à l'image du pays. Ouais. D'accord. Pour terminer un petit peu avec cette question qatari, tout à fait passionnante, et que j'espère passionne également nos auditeurs, vous avez encore aujourd'hui des échos de Shahramoza, ou des contacts? Non, j'en ai plus, elle le fera pas. On a gardé quelques contacts avec des Qataris. Encore que, vous savez, il faut mettre un bémol, parce que vous voyez finalement peu de Qataris. Parce que les Qataris, ils ne se mêlent pas de toutes ces histoires-là. Alors moi, je veux dire, avant qu'un Qatari vous reçoive chez lui, il doit falloir passer quelques années au Qatar. Oui.
Ça veut dire que les liens qu'on a avec Qatari, moi je me rappelle le patron d'un journal qui était un type très très bien, il y a 7 quotidiens, enfin il y avait 7 quotidiens, il y en a plus ou moins, j'en sais rien aujourd'hui, et il était venu avec moi en Haïti pour une mission, parce qu'on avait, après, vous savez, après le tremblement de terre, on avait aidé les radios à se reconstruire, on avait aidé toutes les radios financièrement pour redémarrer en Haïti. Et il m'avait raccompagné. Et de passage à Paris, moi je m'étais arrêté à Paris, lui il continuait sur le Qatar. Je l'avais évidemment invité chez moi. J'avais de très bons rapports avec lui. Je pense qu'il ne serait même pas venu à l'idée de m'inviter chez lui. Vous avez compris ? Oui. Il m'a invité un nombre de fois important, mais entre hommes à l'hôtel. Enfin, à l'hôtel-restaurant, au restaurant. Jamais aller chez lui, je pense que c'était autre chose. Et quant à me présenter son épouse, et pourtant c'était un type plutôt moderne, qui était évidemment plus habillé tout en blanc comme ils le sont là-bas, mais comme vous et moi quand on était en voyage et quand on était à Paris. Donc je mets ce bémol pour dire que vous avez d'abord peu de contacts vrais avec les gens. Tous ces colloques auxquels je faisais allusion tout à l'heure, ils en font des tonnes et des tonnes. Il n'y a jamais des Qataris. Il y a 3 Qataris au début, pendant les discours inauguraux, et après ils s'en vont. Donc c'est un pays un peu où vous vivez offshore, en dehors de la société, parce que vous la fréquentez pas, la société, parce que vous rentrez pas dans les maisons des Qataris. Et donc aujourd'hui, j'ai gardé quelques contacts avec des Qataris, très 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 peu, parce qu'il y en a peu avec qui j'avais vraiment sympathisé, et parce que en plus, comme on est parti dans des conditions mauvaises, qu'on était traités comme des parias sur place et tout ça, évidemment s'afficher avec nous hier, aujourd'hui et demain reste un petit problème pour un certain nombre de Qataris, et je n'ai pas envie de leur faire avoir des ennuis parce que je m'afficherai avec eux. D'accord, on peut le comprendre en tout cas après tout ce que nous avez dit. Bon, Robert, il nous reste une dizaine de minutes. L'actualité aussi étant ce qu'elle est, brûlante. Si on reste dans l'ère arabo-musulmane, on voit un petit peu les soubresauts qui ont suivi à la fois internationalement et même nationalement, la diffusion de ce petit navet sans nom sur Internet, concernant donc la vie du prophète. Mais que vous inspire un petit peu, c'est les réactions d'une partie de la foule arabo-musulmane, donc dans plusieurs pays de cette zone, et puis en particulier aussi le traitement des manifestations d'éléments salafistes, dit-on, devant l'ambassade américaine, et qui sont peut-être amenés à se répéter. Je peux faire même une liaison avec le Qatar, parce que je me souviens qu'à un moment donné, pendant cette année passée là-bas, il y a eu la Journée internationale de la liberté de la presse, ça c'est chaque année, et elle s'est tenue, qui est organisée par l'UNESCO, elle se tenait cette année-là à Doha. Parce qu'il y avait mon centre, le centre que je dirigeais, que c'était pour eux et pour l'UNESCO le signe d'une évolution du Qatar. Ils voulaient encourager ça, ils avaient fait ça. Et ils avaient invité tout un tas de gens, et en particulier tous les sponsors de cette journée internationale de la liberté de la presse organisée par l'UNESCO. Et parmi les sponsors, figurez-vous qu'il y avait le journal danois qui avait publié les caricatures. Mais évidemment, ils n'avaient pas fait le rapprochement. Et il délivre des visas, évidemment, aux sponsors de cette journée, ce que demande l'UNESCO, dont le patron du journal danois, qui se retrouve lors de cette journée et du colloque qui se tient là, et qui, à un moment donné, prend la parole en précisant qu'il est le patron qui a publié les caricatures. Sur le coup, les 4 ou 5 Qataris qui étaient dans la salle, je ne sais pas s'ils se rendent bien compte de ce qui est en train de se dire, s'ils n'osent pas protester. Le lendemain, dans la presse qatari, mais un scandale, vous imaginez. On avait reçu au Qatar le patron du journal qui avait autorisé la publication des caricatures de Mahomet. Et comme on était, nous, co-organisateurs avec l'UNESCO de cette manifestation, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça a été l'enfer pour notre centre, qui était évidemment associé à ceux qui montraient du doigt qui acceptaient des caricatures de ce type-là. Je vous dis ça parce que ça guide ma réponse. En réalité, si ça choque
un certain nombre de gens, les caricatures et tout, parce que je pense que la religion a un statut, y compte pas seulement dans la société, mais dans chaque musulman, pour chaque musulman, autrement plus importante, autrement plus présente, autrement plus prégnante que même chez des catholiques pratiquants. Ici, il peut y avoir, comment vous dire, sincèrement, des hauts-le-cœur qui font dire comment on traite le prophète comme ça. Mais les manifestations, mais le reste, c'est de l'instrumentalisation. Ça veut dire que rien n'est spontané. Dans ces pays-là, rien. Il n'y a pas de manifestations spontanées et tout. Et quand elles sont spontanées... Surtout quand on voit la cause de ça. C'est inepte, je veux dire. Encore, on aurait à faire un chef-d'œuvre du 7e art. Et encore. Et même encore. On est d'accord, Robert. C'est un prétexte à ça. D'abord, il y a cette histoire. Deuxièmement, ça s'appuie sur un sentiment. C'est pas, et là, c'est majoritaire, c'est pas une haine des États-Unis ou de l'Amérique. C'est une haine de l'Occident. Des Occidentaux. Moi, je l'ai senti 1000 fois. À la fois, il y a une fascination. Attendez, quand vous prenez l'avion de... Comment ça s'appelle ? Qatar Airlines. Vous prenez l'avion, dès que vous avez quitté le Qatar, vous voyez toutes ces jeunes Qataris enlever les abayas et se retrouver en jean quand même, avec un plaisir non dissimulé. Il y a une fascination. Oui, on a une fascination-répulsion. Et à la fois, il y a une détestation de ce qu'on est. Détestation de ce qu'on est. Moi, sur ce qui vient de se passer avec Charlie, enfin, ce qui est... Oui, il y a Charlie mercredi dernier qui est sorti. On va voir comment tout ça évolue. En même temps, attendez... Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Le blasphème, il n'y en a pas en France, il n'y a pas de loi anti-blasphème. Oui. Deuxièmement, personne ne vous oblige, vous, ni moi, ni vous-même, à aller acheter Charlie Hebdo. Moi, je suis choqué, souvent catholique, je suis catholique pratiquant, moi et ma famille, on est choqués par un certain nombre de caricatures dans Charlie, d'expositions, de pièces de théâtre, où on voit le pape, le Christ, traîner dans la boue, dans les excréments, pour dire encore plus précisément les choses, mais il ne me viendrait pas à l'idée de menacer qui que ce soit. Attendez, c'est juste ça. On est dans un pays où les règles du jeu, elles sont ça. Ou on les accepte, ou on va voir ailleurs. En tout cas, elles ont longtemps été comme ça. Hein, il y avait un droit blasphème, d'ailleurs, ça me rappelle une d'un vieux numéro d'Éléments, la réaction de laquelle on avait reçu. Simplement, une question aussi qu'on pourrait se poser quand même, cui bono, je vous l'avais posée lors d'une autre émission, ça tombe quand même à un moment assez particulier. On peut se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi certains qui auraient pour intérêt de réveiller ce qu'il est convenu d'appeler un choc des civilisations dans cette ère du monde, alors que certaines évolutions sont en cours, qu'il y a aussi d'autres problèmes peut-être sur lesquels on voudrait faire un peu diversion, donc la crise structurelle économique ou d'autres, ou relancer la tension dans cette zone-là, en plus de ce qui se passe en Syrie et dans d'autres pays. Est-ce qu'aussi là, c'est quand même un peu, ça paraît, on ne va pas tomber bien sûr dans des visions mécanistes ou conspirationnistes, ce n'est pas notre manière d'être ici à Méridien Zéro, nos auditeurs le savent, mais quand même, je crois qu'il serait aussi légitime de se poser la question, le pourquoi, en l'occurrence, pour Charlie Hebdo, il n'y a rien du tout. Non, pour Charlie Hebdo, on est d'accord, mais moi je parle de ce film, et puis comme vous dites, ces réactions, elles ont été largement, peut-être, en même temps, je suis dubitatif, je crois qu'il y a surtout des cons, permettez-moi d'être un peu, parce que pour vu les extraits... Ce qui n'empêche pas d'ailleurs. On peut être l'idiot utile, tout un tas de gens. Mais en même temps, quand je vois, j'ai vu, comme vous, je suppose, mais pas plus que vous, peut-être vous en avez vu plus que moi, j'ai vu des extraits de ce film pitoyable quand même. Moi, j'en ai vu. Je suis allé en voir un certain nombre. C'est juste débile. En même temps, on a le droit de penser ce qu'on veut du prophète Mahomet. On a le droit de... Oui, mais il faudrait juste le répéter à un certain nombre de gens. Parce que ça va de soi. Je crains que dans ces pays-là, ça n'aille pas du tout de soi. Et je crains que pour une partie de la communauté musulmane, chez nous, ça n'aille pas de soi non plus. Écoutez, c'est comme ça.
Oui, donc c'est là qu'on voit d'ailleurs que le clivage entre les extrémistes fondamentalistes et puis la majorité plus ou moins silencieuse, plus ou moins calme, n'est pas forcément destiné à durer, quoi. Non, et en plus, quand moi j'entends un certain nombre de gens qui m'ont interviewé à la suite de la parution de ces caricatures et qui me disent mais quand même, est-ce qu'il faudrait pas être plus prudent, est-ce que c'est pas inopportun le moment où Charlie a fait ça? Je dis attendez, c'est donner raison aux 250 abrutis qui sont allés manifester en criant égorger les juifs. Attendez, moi je n'ai aucune sympathie pour ces gens-là. Et je ne suis prêt à faire aucune concession à ces gens-là. Et on va pas, pour les calmer, supprimer la possibilité à un journal de dire ce qu'il veut. Non, on est d'accord avec vous, Robert. Seulement, ça n'empêche pas aussi de nous poser la question sur des instrumentalisations possibles je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Là, donc c'est clair qu'on nous situe aussi. Bon, ce sont des choses aussi qui peuvent nous dépasser jusqu'à un certain temps, en tout cas qui rentrent dans le cadre d'enjeux. Pour ce que je sais, sur les questions de fond, on est d'accord. Bon, j'ai envie de défendre Charlie Hebdo en disant ils font ce qu'ils veulent. Je partage. Attendez, je le dis. J'ai d'autant plus de mérite à le dire qu'ils me traînent dans la boue à longueur de numéros, mais sur ce coup-là, je les soutiens mordicus. Nous, on n'avouera pas une grande tendresse pour ce journal, mais en tout cas, on comprend notre position. Quant à savoir, est-ce que ils ont été sciemment instrumentalisés, ils l'ont fait de leur propre chef, ça aussi, c'est une autre question à laquelle nous ne répondons pas ce soir. Peut-être, oui, c'est fort possible, en tout cas. En tout cas, Robert, nous vous remercions beaucoup pour avoir été présent ce soir, pour nous avoir éclairé un petit peu invitation. De manière concrète, à travers des éléments vécus sur cette réalité qui est le Qatar. Je crois qu'une question qui était intéressante à traiter pour voir l'implication aujourd'hui d'un émirat musulman qui veut se faire entendre dans le concert des nations. Nous encourageons plus que jamais nos auditeurs à rester fidèles à notre émission, à faire l'effort de discerner ce qui doit l'être au sein de l'actualité, continuer à se former et à rester bien sûr à l'écoute des sujets que nous abordons et pour lesquels nous essayons un petit peu de sortir des sentiers battus. Nous espérons avoir l'occasion de vous revoir à cette émission pour telle ou telle question que l'actualité ne manquera pas de déployer sous nos yeux. Et puis, je veux remercier également toujours notre incontournable Lord Tesla à la technique, sans lequel cette émission ne serait pas possible, ainsi que les auditeurs fidèles qui continuent à nous suivre et que nous essayons de captiver de semaine en semaine. C'était Monsieur Pégel qui était ce soir à la barre de cette émission. Continuez à vous cultiver, continuez à vous former, le combat continue et à l'abordage et pas de quartier.